comment dire, je comprenais les problématiques de santé mentale que les gens peuvent vivre, la dépression, etc. Tu sais, toutes les journées, belle cause, tout ça, moi, tout ça, très bien, tout ça, mais je croyais pas que ça s'appliquait à moi. C'est-à-dire que, oui, ça va aider les gens, aller les consulter, etc. Mais moi, ça peut pas s'appliquer à moi parce que moi, je ne suis pas changeable. Je suis comme ça. C'est ce que je pensais. Fait que tout ça, là, c'était révélateur, là, c'est magnifique, là, de comprendre que tu peux changer. Et là, ça t'amène à une question fondamentale, une fois que tu réalises que tu peux changer. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, j'ai plus l'excuse que, ah non, je suis de même. C'est pas vrai. Non, 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 non. Et donc, c'est ça. Et ce qui est exaltant, bon, c'est un peu ça. Je suis un peu dans ce phénomène-là où je me rends compte que tout est ouvert, là. Bienvenue au 14e épisode de La Quarantaine, une série balado de 40 conversations avec des personnes de 40 à 49 ans qui se racontent. On prend le temps de se parler pour mieux se comprendre. Mon nom est Brigitte Gemme et j'adore faire parler les autres. Ce projet, c'est ma manière de donner du sens à ce milieu de vie où on continue de grandir et où on peut encore se redéfinir. Mon invité d'aujourd'hui, Farouk Karim, a 46 ans. Ces 3 dernières années illustrent bien le fait que dans la quarantaine, justement, on peut se redéfinir et changer sa vie. Né à Madagascar, il est déménagé à Montréal tout jeune. Il s'est profondément intégré à la culture québécoise, peut-être au point de réprimer d'autres facettes de son identité. En 2020, il a frappé un mur. Il a cru que sa vie était finie. Aujourd'hui, en 2022, il comprend mieux qui il est et ce qui compte pour lui. Il se prépare à une toute nouvelle phase de sa vie. Avec candeur et une certaine sagesse, Farouk me raconte le parcours migratoire de sa famille, la pression qu'il a ressentie lorsqu'il grandissait. On parle de ses choix de carrière, de ses orientations politiques comme jeune adulte. On s'attarde sur la dépression dans laquelle il a sombré. On parle de comment il s'en sort progressivement. On cause du bonheur inattendu de cohabiter avec sa mère et de ses projets très concrets pour l'avenir. Merci de partager ce délicieux moment avec nous. Je suis aujourd'hui avec Farouk Karim. Bonjour Farouk. Bonjour Brigitte. Merci d'avoir accepté de te joindre à moi pour la quarantaine. Je dois d'abord te demander tes papiers. Quel âge as-tu? Ouf, ça commence fort. J'ai eu 46 ans en septembre dernier. Bonne fête, un peu en retard. Donc, tu es éligible, alors on peut continuer. J'aimerais commencer en parlant de ton quotidien. On met la table, on s'invite chez toi, on suit ta vie, on fait un documentaire sur toi. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, ben, écoute, en ce moment, il y a eu des changements récemment. Fait que mon quotidien aujourd'hui, ça ressemble à habiter dans un condo 2 chambres avec ma mère. Qui a eu récemment, qui a eu 70 ans récemment. Et à 2, ben, on fait notre quotidien ensemble. Je suis en arrêt de travail, c'est-à-dire en arrêt de travail. J'étais en arrêt de travail et j'ai ensuite quitté ce travail. On pourra y revenir tout à l'heure, j'imagine. Et donc, mon quotidien n'implique pas le travail en tant que tel, mais beaucoup du travail, ce que je dirais, sur moi-même. Mon arrêt de travail a été une cause de santé mentale, de dépression, de burn-out, d'un peu tout ça. Et ça me donne l'occasion tous les jours. Mon quotidien, c'est faire des exercices. Mon quotidien, c'est faire de la méditation. Ça commence par une marche de 5 km le matin. Et après ça, c'est une série d'habitudes de vie là, que comment dire, j'essaie d'installer. Pour un peu réduire le stress que j'éprouvais. Puis c'est un peu, puis ça marche bien. Ça va mieux aujourd'hui que ça allait le mois dernier. Ça va mieux aujourd'hui que ça allait l'année dernière et l'année d'avant. Donc c'est un peu ça mon quotidien de vie. C'est beaucoup de travail sur moi. Parallèlement, j'aide ma mère qui a une petite entreprise de cuisine indienne. Très sympathique. J'ai toujours été passionné par la nourriture. J'imagine que ben, évidemment ça m'a été hérité de ma mère, sans doute. Et puis, donc, j'aide ma mère à son entreprise. Et puis ça occupe mon quotidien. Tu cuisines avec elle? Tu t'occupes des ventes? Qu'est-ce que tu fais?
Ouais, ben c'est plus elle qui cuisine, évidemment. Euh, Moi, je regarde, j'apprends, je suis comme une éponge. Je l'aide pour les achats, pour le marketing. On fait un marché par semaine, donc physiquement, je suis présent au marché. Je fais de la cuisine sur place au marché, j'aime bien ça. Je fais de l'animation en même temps, fait que c'est très plaisant. C'est un côté, c'est très différent de ma vie, ma vie professionnelle des 20 dernières années. Mais ce que je trouve ça très valorisant parce que c'est très concret. C'est quelque chose, pendant la semaine, tu fais tes achats, tu cuisines et le dimanche, tu vends. Les gens sont heureux, ils reviennent la semaine suivante, puis on recommence. J'allais te demander justement, juste peut-être brièvement, qu'est-ce de quoi d'où t'arrivais? Qu'est-ce que tu faisais avant d'être en arrêt de travail? Ouais, je travaillais dans un département de communication pour un grand syndicat national canadien, le syndicat des postiers. Et puis, ça faisait 4-5 ans que je travaillais là. Donc, aux communications, aux relations gouvernementales. C'est un peu une job que j'ai faite multipliée par 3-4 fois dans ma vie pour différentes organisations. Donc, c'est un peu la même job qui était répétée depuis 20 ans, là, à peu près. Bon, à quelques différences près, mais en gros, c'est dans le milieu progressiste, militant, associatif, politique. C'est un peu ça que je faisais dans le milieu des communications. Ce qui est sympathique à les communications, ben, ça change beaucoup. Toujours en changement. Moi, j'ai un peu comme tous les quarantenaires qui nous écoutent et comme toi, j'ai connu le avant Internet et le après Internet. Et donc, malgré que les formes changent, le fond des choses ne change pas tant que ça en termes de communication. Donc, c'est toujours intéressant de... Fait que ça, c'est intéressant, mais à un moment donné, comment dire, quand tu fais ça souvent, ça devient une routine, ça devient un peu un pilote automatique, puis c'est un peu ça dont j'étais fatigué, là, notamment. On va revenir à ton changement de carrière, mais je dois dire qu'effectivement, comme tu dis, tu es parti de quelque chose qui était très conceptuel, ancré, oui, dans une réalité matérielle, là, le travail de bouger des enveloppes et ainsi de suite, là, mais tu sais, quand on passe de la politique à la cuisine, comme je l'ai fait jusqu'à un certain point, moi aussi, là, il y a vraiment, comme tu le dis, une dimension concrète qui est tellement différente, qui change vraiment son quotidien. Là. Ouais, ben, ça m'a l'air plus vrai, en fait, là, pour le dire franchement. Là. C'est plus authentique, plus vrai. Euh, c'est ça. En tout cas, c'est très concret. Puis, il y a quelque chose en travaillant sur moi, qui m'obsède beaucoup, c'est l'obsession de créer par moi-même. Et puis, j'ai l'impression qu'avec ça, j'ai plus l'impression, avec le côté de la cuisine, d'aider ma mère sur l'entreprise, la faire grossir l'entreprise, tout ça. J'ai plus l'impression que je crée quelque chose euh, que, que ce que j'ai fait depuis 20 ans dans mes activités professionnelles. Et puis ça, c'est très valorisant. J'adore ça. On va y revenir. Ne t'inquiète pas, mais j'aime commencer à creuser au début de l'entrevue en parlant des racines, en parlant des origines. D'où viens-tu, Farouk? Oh là, ça c'est toujours une bonne question parce que ça, c'est ma question brise-glace avec toutes les personnes que je rencontre, qui est toujours un bon sujet pour commencer une discussion avec Farouk Karim. Euh, Fait que d'habitude, ce que je fais, c'est que je demande à la personne, je te donne 5 choix et je te laisse deviner où je suis né et si tu l'as, c'est 1000 $. Et en 46 ans d'existence, bon, moins les années où je parlais pas, disons, c'est jamais arrivé. Il y a personne qui l'a jamais, c'est jamais arrivé. Pour vrai? Pour vrai, c'est jamais arrivé. Et donc je laisse à nos auditeurs 5 choix comme ça au hasard. Mais Tu vis dangereusement. voilà. Mais là, il n'y a pas de 1000 $ parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'auditeurs. Euh, mais je suis né à Madagascar, petite île dans l'océan Indien qui est devenue populaire après qu'un dessin animé a été créé en son honneur. Euh, Avant ça, c'était plus compliqué quand tu disais Madagascar. Il y a eu les Jeux de la francophonie au fin des années 90, c'est devenu populaire à un moment donné. Mais sinon, voilà, Madagascar, dans une ville qui s'appelle Tuléar, ça c'était sous l'Empire français. Maintenant, en malgache, c'est Toliari.
C'est sur la côte ouest de Madagascar, donc ce qui fait face à l'Afrique. Euh, à l'âge de 2 ans, je suis, pas moi, mais mes parents ont immigré au Canada, à Montréal. Donc ça, c'était en octobre 78. Euh, Notez bien le mois, octobre 78. Donc, mes parents, Madagascar, pour les gens qui soupçonnent, il fait chaud à Madagascar, il fait pas très très froid. Et donc, mes parents sont arrivés en octobre 78 et ma mère me raconte toujours cette histoire. C'était en pleine tempête de neige à l'aéroport Mirabel à l'époque. Celui qui a été construit par Trudeau, mais qui ne s'appelle plus Trudeau. Euh, et voilà, c'est ça, octobre 78, à l'âge de 2 ans, avec un plus grand frère qui en a 5, des parents qui ont moins de 30 ans. Donc, deux jeunes parents avec deux jeunes enfants qui arrivent dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. En gros, c'est comme pour l'histoire immigrante typique des années 70 et qui continue aujourd'hui pour un meilleur avenir pour leurs enfants. Peu importe ce que ça veut dire, on ne sait pas, mais ça a une implication sur l'enfant et sur ce que l'enfant absorbe. Parce que l'enfant absorbe, hein, c'est quand l'enfant de l'immigrant de la deuxième génération vient ici, il comprend qu'il est ici à cause de lui. Et donc, ça vient avec une certaine pression aussi également pour réussir, quoi. Et voilà, donc c'est octobre 78. Et après ça, moi, je suis à l'âge de 2 ans, donc je suis pas, évidemment, je suis pas à l'école du tout. Donc, toute mon éducation se fait au Québec en français, notamment à cause de la loi 101, ou grâce, selon. Et puis l'université, etc. Donc, tout le reste se fait... c'est comme ça que je commence ma vie au Canada, dans ma cabane. Madagascar, premièrement, je dois dire, moi j'habite Vancouver, si tu prends une épingle et tu la passes à travers le globe terrestre, le point qui est aux antipodes de Vancouver, je pense que c'est Antananarivo. J'espère que je le dis correctement. C'est l'endroit le plus loin possible pour moi. C'est un peu moins loin pour Montréal, mais c'est quand même un drôle de choix. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui a amené tes parents à déménager à Montréal et pas je sais pas, en Europe ou ailleurs, aux États-Unis? Oui. C'est une très bonne question. En fait, il y avait deux choix à l'époque. C'était soit la France, soit le Canada, plus le Québec, spécifiquement à cause de la langue. Donc, mes parents sont nés à Madagascar, ont été instruits en français. Madagascar, une ancienne colonie française, avant l'indépendance en 1960, comme beaucoup de pays africains de la décolonisation. Mais donc, ont été éduqués en français. Donc, la langue était importante où on immigre. Il y a de la parenté un peu lointaine où, en fait... Quand t'es indien d'origine, né à Madagascar, t'es dans une petite communauté minoritaire où tout le monde est un peu de la famille, en gros. Et donc, il y en avait un peu en France et il y avait un oncle à Montréal. Et il y avait une autre famille qui avait fait le saut quelques années auparavant. Donc, c'était les deux choix qui étaient offerts. Et je ne sais pas pourquoi ça a été Montréal. Je crois que ça a été... c'est sûrement la première réponse qui est revenue, genre. Et puis, mais ce que je dis à ma mère et mon père maintenant qui est décédé, mais à l'époque, c'est que je les remercie tous les jours d'avoir choisi Montréal et non Paris. Pas que j'aime pas Paris, mais je crois que la vie à Montréal et énième fois a été, comment dire, grandir à Montréal pour moi était évidemment, c'est difficile de dire par la négative qu'est-ce qui serait passé, mais je crois que j'ai eu une meilleure vie à Montréal que j'en aurais eu une à Paris. Et voilà, donc c'était le choix de la langue. Ouais, c'est ça. Le choix de la langue, c'était le choix de Montréal. Mon père était venu 2 ans auparavant passer l'été des Jeux olympiques de juillet 76. Wow. Il était à Montréal. Ça, c'était au même moment où moi, j'étais dans le ventre de ma mère. Fait que c'était en même temps. Et puis, donc, il était venu ici quelques mois, voir prospecter, genre. Et puis voilà. Puis on est revenu en 78 et c'était le début de l'aventure. 78, 81, on a eu la citoyenneté, c'est 3 ans.
Je me rappelle encore de la petite cérémonie d'allégeance et le Haut-Canada. Wow! C'est une façon... je peux imaginer que ça devait être impressionnant à l'âge de 5 ans. Oui, puis ça a été, puis quand tu deviens citoyen, c'est quelque chose que je le dis pour ceux qui sont devenus citoyens canadiens, c'est une évidence, mais pour ceux qui sont nés et qui sont jamais passés par cela, ça vient avec une carte de citoyenneté. Et j'en étais très fier parce que je me suis rendu compte à la petite école, à l'école primaire, etc., que ben, c'est pas tout le monde qui avait ça. Moi, j'en avais une. Et puis, j'étais très fier de ma carte de citoyenneté canadienne à l'époque. Ah oui, ben c'est Et vrai, aujourd'hui aussi, d'ailleurs. Oui, ça demeure un atout, n'est-ce pas? Et puis un privilège qu'on a, ça c'est sûr. Tu as raison que je pense que la plupart des gens qui sont nés au Canada, au Québec, dans l'Ouest ou le Nord global, comme on dit, ont pas vraiment conscience du poids de cette citoyenneté-là quand ils l'ont. Ou pas du poids tant que de l'avantage que ça leur donne. Oui, parce que moi, tu vois, nous, on était un peu apatrides, hein, parce que oui, on était nés à Madagascar, mais d'origine indienne. Fait qu'on n'avait pas la nationalité malgache. Donc, le passeport que mes parents avaient, c'était le passeport indien avant de devenir canadien. Et à l'époque, je crois que c'est encore le cas avec le passeport indien, il faut faire le choix. Hein, donc, on ne peut pas avoir les deux. Mais non, le choix était facile. Un peu en raison de ce que tu viens d'expliquer. Pour nous, je veux dire, aller en France ou aller au Canada, une des réponses à une vie meilleure pour les enfants, c'est l'opportunité d'avoir accès au monde. Hein. Et par le passeport canadien, ben, c'est un peu ça aussi. Qu'est-ce qui fait partie de toi aujourd'hui qui vient de ces racines-là, de ces origines-là, tu penses? Ou même de la petite enfance, à plusieurs égards? Ben, je me suis beaucoup battu contre ça c'est drôle que la quarantaine, c'est une bonne décennie. C'est un beau concept, en fait, de parler de ça. Pour revoir un peu hein, où c'est qu'on est. Et ce que je me suis rendu compte, ou ce que je me rends compte aujourd'hui, un peu en travaillant sur moi, c'est que il me reste beaucoup plus de choses que je pensais qu'il m'en restait. Et en d'autres mots, la différence entre comment dire, je suis beaucoup plus traditionnaliste que je pensais l'être. Et ça fait un clash dans ma tête entre l'Occident, l'Orient, etc. Et ça, c'est très récent là, que je me rends compte de ça. Et ça explique beaucoup mon cheminement, ça explique beaucoup mes relations, ça explique un peu, oui c'est ça, mes relations significatives dans ma vie, ça explique mon mariage, etc. La fin de mon mariage, on reviendra là-dessus évidemment. Donc c'est ça, je me suis rendu compte que qui je suis, la partie traditionnelle, culturelle, de culture musulmane, de culture indienne, née dans un pays où tu es minoritaire, donc tu restes en petit groupe, la communauté c'est important. Ça, il y a des trucs là-dedans qui me plaisent et que je veux continuer. L'histoire de la communauté, de la famille, de léguer quelque chose, de continuer une certaine façon de voir la vie, une certaine façon de voir la famille, une certaine façon de voir l'éducation de ses enfants. Ça, c'est des trucs que je vois qui clashent avec la façon pour faire simple, là, que l'Occident fait. Donc c'est quoi cette partie-là? Parce que là, c'est très conceptuel ce que je dis. Là. C'est une relation à l'autorité, c'est une relation, c'est le rôle de la femme et de l'homme, c'est comment on approche un mariage, à quoi ça sert un mariage, c'est quoi le bonheur, c'est quoi... ces questions-là qui, pour moi, jusqu'à récemment, c'était des questions que je me posais pas tant que ça,
que j'étais plus en pilote automatique. J'allais avec les aléas de ce qu'on me présentait en gros à la télé ou sur YouTube en deux clics. Euh, mais je crois que je me suis rendu compte que ça contribuait à mon non-bonheur. C'est que je comprenais pas pourquoi pourquoi j'étais sur le pilote automatique, pourquoi ça allait pas si bien que ça. Pourtant, matériellement, objectivement, dans ma vie, ça allait très bien. Là, si je compare ma vie à la moyenne des gens, disons. Mais il y a quelque chose qui allait pas. Et je crois que la racine de ce qui allait pas, ben, c'est mes racines, sans faire de jeu de mots. Euh, c'est vraiment ça. C'est essayer de découvrir qui je suis. En fait, c'est ça. C'est ça que je me suis rendu compte récemment, c'est que je ne savais pas exactement qui j'étais, ou je ne faisais pas confiance exactement à qui j'étais. Ou à qui je suis, en fait. Pas à qui j'étais, mais à qui je suis. Et il y avait un certain rejet de ça, qui était accompagné d'autres choses, là, mais il y a de ça. Ça, c'est un élément manifeste de qui va dicter mon avenir. Et bon, c'est cette compréhension que cet élément-là est en moi, ça fait partie de moi, puis c'est bien correct. Puis l'affaire, c'est qu'il y a plein de monde qui pense qui partage ça également, fait que c'est pas un problème. J'ai l'impression que le fil de ton histoire, c'est un peu, puis on parlera justement de cette histoire-là, que tu avais ces origines-là, mais tu les as, peut-on dire, réprimées, repoussées, poussées vers le fond, pour les cacher à toi-même peut-être autant qu'à d'autres, je sais pas. Est-ce que... puis là, tu arrives au stade où tu as décidé d'ouvrir le baril puis de les laisser sortir. Ouais, ben réprimer, je crois que c'est un bon mot parce que c'est non seulement cette partie identitaire, mais le mot réprimer, répression, ça a beaucoup à faire avec aussi les émotions, les sentiments, il y a beaucoup de choses que je me suis rendu compte que j'ai mis de côté dans ma vie parce que très tôt, aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que très tôt, je me suis rendu compte que c'était comme ça que j'avais de la validation. J'avais de la validation quand j'étais le gars qui parlait pas trop fort, qui écoutait, qui avait des bonnes notes à l'école. Lui, c'est le calme de la famille, c'est le posé. C'est celui qui écoute avant de parler. Puis il y avait aussi la dichotomie avec mon frère qui était l'athlète, l'hyperactif, celui qui arrête pas de bouger, etc. Et bon, fait que réprimer un peu, ne pas être trop, être un peu plus stoïque, là, ce qu'on dirait aujourd'hui, c'est quelque chose flamboyant, là. Exact. Il faut pas trop déteindre, il faut pas trop sortir du cadre, parce que ben c'est mal vu, c'est-à-dire que tu n'as pas la validation que tu avais, et c'est combiné aussi, et ça, pour faire le lien avec la partie identitaire communautaire, qu'est-ce que cette partie-là, qu'est-ce que j'ai encore en moi, dans cette partie de vie familiale, de vie communautaire, de vie minoritaire, de se protéger entre groupes, il y a beaucoup de côtés positifs, mais il y a aussi des côtés négatifs qui viennent avec ça. Et le côté négatif qui vient avec ça, entre autres, c'est l'opinion de l'autre. C'est qu'est-ce que l'autre pense, qu'est-ce que l'autre va dire. Hein? Et quand tu combines répression des émotions, répression de ton identité à qu'est-ce que l'autre pense, ben ça fait un cocktail qui fait en sorte que tu te rends compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a manifestement quelque chose en toi, et ça, tout ça est subconscient, hein? Il y a quelque chose en toi qu'il faut pas trop sortir parce que les gens vont le voir et seront pas trop contents de le voir et ça se peut que ça marche pas trop bien. Et quand tu grandis avec ça, sans trop le savoir, t'absorbes une certaine façon de voir la vie qui fait en sorte que ça marche très bien dans des circonstances. Être sur le pilote automatique et être caméléon, c'est très, 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 c'est génial avec ce genre de personnalité-là, mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de répression personnelle de ce que tu penses, de ce que tu es, des sentiments, des émotions, etc. Fait que
oui, il y a eu beaucoup de répression et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à l'aise. On est aussi à une époque, hein, aussi, qui permet plus d'être soi-même, disons. Donc ça aide aussi. Ouais, je me lâche lousse. Et ce qui fait en sorte que c'est très épeurant parce que tu sais pas trop où ça s'en va. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ben, exact. Je trouve ça fascinant parce que ce que tu dis à propos de ce qui te donnait de la validation, tu sais, être le sage, tu sais, l'enfant sage, le bon enfant, celui qui dérange pas, qui s'adapte, puis tout ça qui fait pas une scène, tu sais, c'est pas forcément des traits que je désassocierais de ce que tu me disais comme étant les traits auxquels tu te réidentifies plus maintenant, tu sais, la culture, la communauté, un rapport un peu différent, peut-être plus traditionnel à l'autorité ou une vision différente de la division des rôles, par exemple, ainsi de suite. C'est quoi le bonheur, tu sais? Je m'excuse, je m'allonge, mais il y a des choses dans tout ça qui semblent être probablement plus de la nature de ce que les gens associeraient sans le savoir, de façon ignorante, à, par exemple, la culture musulmane, tu sais, qui se dirait des cultures traditionnelles, c'est des cultures réprimées, tous les stéréotypes là, que les gens ont. Je trouve qu'il y a un contraste vraiment fascinant là-dedans, puis je suis sûre que tu y as déjà pensé. Ouais. Mais effectivement moi, c'est un peu pour ça que je me suis j'ai repoussé la religion puis la culture. Moi, je parle plus de culture musulmane parce que je suis pas religieux pour 3 cents. Mais manifestement, ça a influencé. Chez nous, c'était pas très religieux conservateur, c'était religieux libéral, là, avec un petit L. Donc, un peu, ça ressemble beaucoup à la religiosité catholique québécoise moderne, là. C'est-à-dire, les grands jours, on va à la mosquée, les grands trucs, on les respecte, mais à part ça, bon. Puis, on ne prie pas 5 fois par jour, nécessairement. Là. Ben, ma mère, plus, des fois, des périodes de sa vie. Mon père, pas du tout. Donc, c'était un mix aussi, mais on n'a pas été, c'est-à-dire que la religion était importante, mais c'était pas le cadre décisif réglementaire qui dirigeait tout. Là. Mais à l'origine, oui, l'histoire de réprimer, c'est inhérent, je crois, en tout cas, à la religion musulmane, oui, aux autres religions, je pense aussi, c'est-à-dire que l'idée que c'est pas juste c'est pas à propos de toi là, c'est ça l'affaire, c'est pas à propos de toi, donc arrête de centrer sur toi-même, ce qui va à l'encontre du discours ambiant. Mais ce que je parle là, du manque mais la répression, ça a un côté très négatif que je discutais là, c'est-à-dire que ça invalide, ça asphyxie, ça limite, ça étouffe. Bon, j'utilise des mots un peu provocateurs, mais c'est un peu ça. Moi, c'est un peu ça le sentiment que j'avais de cette religion, de cette culture-là. C'est pour ça que je l'ai repoussé jeune. Puis évidemment, aller manger au McDo, puis voir le film que tu veux, puis écouter de la musique, puis aller dans des parties, puis sortir, puis tout le kit, c'est beaucoup plus le fun que prier 5 fois par jour, là, tu sais. Fait que... ouais. fait que, évidemment que ça, c'est... moi, j'étais beaucoup plus enclin à aller vers là. J'avais aussi un déni, pas un déni, pas déni, pas denial, mais un dénigrement, comment dire, je rejetais un peu les valeurs familiales. Je voyais pas ça comme winner. Pour parler franchement, là, non, c'est pas winner, ça. C'est pas comme ça qu'il faut vivre. Il faut pas vivre comme ça, tu sais. Mais c'est un phénomène qui est très, très présent là, chez les communautés immigrantes, chez les prochaines générations. Cette intégration tirée assimilation, acculturation, tu sais, tout ça, là, ça fait... Là. Oui, mais ça fait partie de ça. Donc, tu sais pas trop où c'était. Puis en même temps,
la culture de laquelle tu viens d'origine, ben, les parents, ils n'ont pas non plus la force ils n'ont pas la capacité ni la force de continuer de l'inculquer parce que les forces ambiantes sont énormes, là. Et eux, ils font autre chose aussi, la pyramide de Maslow, il faut mettre de la bouffe sur la table, il faut mettre du linge, il faut un toit, donc il n'y a pas transmettre l'éducation, là, on est dans la deuxième étape, là, on n'est même pas là, tu sais. Fait que ces dynamiques-là fait en sorte que tu es un peu laissé à toi-même. Et c'est un peu ça, moi puis mon frère, bon, on a un peu appris avec ça. Fait que moi, j'ai beaucoup rejeté ça et j'ai beaucoup appris par moi-même. Et aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas nécessairement la meilleure chose à faire. Qu'il y a beaucoup de sagesse dans les trucs que je rejetais. Bon, c'est un classique, là, tu sais, quand t'es petit, puis c'est ça. Ouais, oui, cause toujours, tu m'intéresses. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est un classique. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sage. Donc, je comprends comment dire, je comprends l'intérêt ou l'insistance sur certaines valeurs et pourquoi c'était important pour eux. Je le comprends même sans avoir d'enfants. Je crois qu'en ayant des enfants, je le comprendrai encore plus, je crois. Parce que maintenant, je me verrais évidemment en parent, et donc il y aurait une association à faire avec mes propres parents. Mais je le vois quand même, là, tu sais, fait que, voilà. C'est drôle parce que je peux presque imaginer la même entrevue avec des moments biographiques semblables où tu te serais à la place profondément identifié à ta culture d'origine et où, dans la quarantaine, tu te découvrirais toi-même les aspects où tu n'étais pas conforme. Je pense qu'il y a comme un effet de balancier d'un côté à l'autre. Je pense quand on s'intègre profondément, ben on oublie qui on est, et l'inverse, quand on va de l'individualisme au communautarisme. Non, oui, je peux concevoir. On entend souvent, anecdotiquement, j'ai pas parlant de religion musulmane, des femmes musulmanes qui, après un certain temps, après avoir fait la première partie de leur vie, ont eu des enfants, ils ont un divorce ou je sais pas trop quoi, et découvrent autre chose. Oui, ça peut. C'est manifeste que. Mais là, je veux rassurer vos auditeurs qui, je sais, sont inquiets à ce moment-là. Ceux qui me connaissent, en tout cas, et qui m'écoutent, mais quoi, il va devenir imam, qu'est-ce qui se passe? Pas qu'il y ait quelque chose de mauvais de devenir imam, mais rassurez-vous, chers auditeurs, que ce sera pas le cas. Mais comment dire, j'apprécie plus ce côté-là de ma culture, disons. J'adore ça. Ben, écoute, reculons un petit peu. On se promène là dans le temps. Oui. Parlons justement de ces années-là j'appellerais ça d'intégration profonde. Toi et moi, on s'est connus à l'UQAM, dans le mouvement étudiant, comme tu dis, enfant de la loi 101 à plusieurs égards, francophone. Tu as été impliqué dans des mouvements progressistes, comme tu dis, plutôt de gauche. Parle-moi de ces choix-là que tu as faits dans le début de ta vie de jeune adulte, disons. Oui, mais tu vois, c'est très, très drôle tout ça, parce que quelle partie de ça sont des choix et quelle partie sont juste être au bon endroit au bon moment et suivre un certain courant et faire des amitiés, rencontrer des gens. Fait que moi, la façon que je le vois, c'est que évidemment, bon, j'ai certaines valeurs intrinsèques qui m'ont attiré vers un camp ou un autre. C'est-à-dire être plus généreux, aider plus les gens, être moins individualiste. Ça, c'est quelque chose que j'ai en moi, qui vient sûrement de ma culture plus musulmane, etc. Et donc, dans les milieux progressistes, bon, il y avait quelque chose de sympathique. Mais ultimement, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, comment dire, reculons un peu, là, comme tous les quarantenaires, on est 13, 14, 15 ans, c'est 1990, et c'est l'accord du lac Meech. Et c'est là que mon père regarde la télé, qui regarde la politique. C'est grâce à mon père que éventuellement je m'intéresse à la politique, parce que lui, il lisait les journaux, puis il regardait les bulletins de nouvelles, Bernard de Rome et compagnie. Bon, c'est l'échec du lac Meech, et mon père se tourne vers moi, adolescent de 13-14 ans à l'époque, et me dit, tu vas voir Farouk, Bourassa va faire la souveraineté.
Eh bien, on peut en rire aujourd'hui. Oui, mais écoute, l'affaire, c'est que mon père, c'est pas qu'il avait tort, c'est que Bourassa a floué tout le monde, incluant mon père. Mais bon, fait que ça, c'est le début d'un éveil pour moi. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe, tout ça? Fait que tout ça pour dire pourquoi être dans un milieu progressiste et pourquoi être dans un milieu militant. Parce que mon milieu de, comment dire, mon éveil politique s'est fait dans les années du nationalisme québécois, de la défaite de l'accord du Lac-Meech. Et donc, pour faire simple, si tu veux changer le monde, il faut que tu sois souverainiste. Comme, en gros, c'était ça à l'époque. Fait que quand tu as 14, 15, 16 ans, tu veux changer le monde, ben, tu es souverainiste. Là, c'est Du une côté de évidence. l'histoire, là. Oui, exactement. L'autre, c'est les statu quo, c'est les gens qui veulent rien faire, c'est plate, c'est les vieux. Bon, voilà. Fait que ça commence comme ça. Fait que moi, à l'automne 95, je rentre à l'UQAM. À l'automne 95, je rentre à l'UQAM. Fait que tu peux à 2 semaines plus tard, j'ai une pancarte à la main avec mon ami Akosh à côté de moi, puis on demande la démission du recteur de l'UQAM. Fait que tout va bien, là. Ça fait 2 semaines que je suis à l'université. Fait que, et le soir même, je me vois à la télé avec ma pancarte. Bon, déjà là, il y a un déclic qui se fait. Oh, OK, c'est comme ça que ça marche. OK, tu fais une manif, tu es à la télé, tu changes le monde. Good, OK, j'ai bien compris. Validation. Oui, Tu parlais de validation plutôt, c'est exactement ça. Là. Fait que bon, c'est comme ça que ça marche, c'est bouillonnant, tu rencontres des gens, et petit à petit, tu commences à t'impliquer, et ça devient plus un club social qu'autre chose, là. Puis... éventuellement, tes affinités politiques se développent. Et c'est pour ça que je me retrouve dans les milieux progressistes, au début étudiant, après ça politique. Je veux dire, il y avait comment dire, la bonne vieille formule. C'était quoi? C'est quoi? C'est PQ, FEUC, FEC, FLIC, PQ, je sais pas trop toi, syndicat. En tout cas, bref, tout ça part ensemble. Tu pars du mouvement étudiant, tu vas au Parti québécois, tu vas dans les syndicats. C'est une mouvance. Bon, voilà, fait que tout ça va ensemble. Éventuellement, moi, mon parcours, la souveraineté est tombée de mon parcours, comme beaucoup de Québécois. Mais je suis resté dans les milieux progressistes plus canadiens, anglais, éventuellement quand j'ai déménagé du côté d'Ottawa-Gatineau. Fait que l'implication, pour répondre à la question, au début, c'est moins une histoire de conviction. Sûrement, à la racine, il y a quelque chose, il y a un peu de... Je suis pas avec les néo-nazis, là, bon, mais donc il y a un peu de ça, mais je crois que c'est beaucoup plus un éveil politique social. Je sors de chez moi aussi, hein. Je viens de déménager de chez moi. Ça, c'est aussi qu'il faut noter. Quand je commence l'université, je sors de chez moi. J'ai un appartement, et donc il y a tout ça aussi qui va ensemble, là. Fait que il y a comme c'est comme une renaissance, en fait, en gros. Tu fais ta propre indépendance. Oui, c'est ça, exact. Wow! Et donc, de là, reculons même encore un peu, quand même, je peux imaginer que dans plusieurs familles immigrantes, la décision d'étudier, par exemple, en sciences politiques, comparativement à, je sais pas moi, faire une vraie carrière, comme aller en ingénierie ou quelque chose, c'est pas toujours bien reçu. Est-ce que ça a été problématique pour toi? Est-ce que c'est une question que tu t'es posée? Comment tu t'es retrouvé dans tout ça? Ouais, non, évidemment, c'est soit avocat, médecin, notaire. Ça, c'est d'habitude les choix qui sont offerts à l'enfant immigrant. C'est pas dit de même, mais c'est comme... tout à l'heure, je parlais de la pression que ça vient quand tu comprends que l'immigration, c'est un peu pour toi. Et donc, avec cette pression, tu comprends que... Et l'importance de l'éducation en général, hein, comme valeur familiale. Moi, il n'y a jamais été question... Ça n'a jamais été une question de ne pas aller à l'université, de ne pas aller au cégep, continue. C'est une évidence, là. C'est comme aller au cégep, c'est comme de passer de la 3e à la 4e année, puis aller à l'université, c'est comme passer de la 4e à la 5e année. C'est une évidence. Maintenant, le choix de carrière, évidemment, n'a pas été si problématique parce que je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que
c'est ma perception, hein. Fait qu'il faudrait que j'aie cette discussion avec ma mère. Ce serait une discussion intéressante à avoir éventuellement. Mais ma perception, c'est que, étant donné que je suis le bol de la famille, et étant donné que je suis le... Ça, c'est ma perception, hein. Fait que je m'en permets, en gros. C'est comme ça que je le vois. Ça veut dire, ah oui, et puis, c'est moi qui choisis de toute façon. De toute façon, c'est moi qui vais étudier. Qu'est-ce qui va arriver au bout de la ligne, tu sais, je suis adulte, etc. Donc, il n'y a pas... y a pas eu... Je crois que l'idée d'aller à l'université en tant que telle était déjà comme, ah, qu'au moins il va à l'université, c'est déjà ça. Tu sais. Je sais même pas s'il y avait eu un... Je sais même pas de leur côté s'il y avait un jugement ou non. Quoique, des années plus tard, même à ce jour, j'essaie d'expliquer ce que je faisais, là, mais bon, ça c'est toujours, ça c'est un propre des étudiants en Sciences Po qui ont été impliqués dans le mouvement étudiant, sont toujours après à expliquer à leurs parents ce qu'ils faisaient dans la vie. Ça fait que... Mais une fois que ma mère me voyait une couple de fois à la télé, bon, ok, c'est correct, il doit faire quelque chose de bon. C'est drôle, hein, comment la validation, j'aime ce mot-là que tu as utilisé au début, mais Ouais. comment ça prend différentes formes, tu sais. Puis effectivement, je pense qu'on est d'une génération où passer à la télé, c'était comme l'ultime validation, tu sais. Ah, elle est à la télé, elle doit savoir de quoi elle parle ou elle doit avoir une vie donc Ben bien moi, tu vois, extraordinaire. ça c'est la première leçon que j'ai apprise en termes de relations publiques et de médias 101. Si c'est dans le journal, c'est vrai. C'est comme, si c'est dans le journal, c'est vrai. Si c'est à la TV, c'est vrai. Fait que c'est très simple. Hein. Fait que c'est très fort, même à ce jour, même avec aujourd'hui, même si les gens regardent, c'est toujours aussi fort. On regarde des soirées électorales, etc. Parce que je veux dire, les gens suivent ça encore. C'est encore l'autorité. Tu peux lire quelque chose sur les médias sociaux, tu penses, ouais, c'est peut-être pas vrai si c'est sur Twitter, mais si c'est à la télé, c'est probablement vrai. Donc, j'aimerais qu'on fasse donc un petit bond en avant pour arriver à ce point-là de rupture. Je pense que c'est un mot qu'on peut utiliser. Ou peut-être que c'est pas une rupture, peut-être que ça s'est fait plus progressivement, mais tu as décidé de faire des gros changements dans ta vie dans ces dernières années. Veux-tu, et peut-être justement avec la quarantaine, veux-tu m'en Mhm. parler un peu plus? Comment on arrive Oui, à ce point-là? absolument. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis marié en 2013 euh, et avec une extraordinaire demoiselle que je connaissais depuis 2008. Et c'est un mariage qui a résulté en divorce en séparation en 2019, à l'automne 2019. Euh, Séparation physique, là, c'est-à-dire à vivre à part. Vous pouvez imaginer qu'avant qu'il y ait une séparation physique, bon, ça allait pas très bien avant non plus. Quelques mois auparavant, à l'été 2019, mon père est décédé. Donc ça, c'est arrivé. Après ça, la séparation. Et après ça, il y a eu la pandémie en mars 2020. Et donc, comme beaucoup, évidemment, ou comme tout le monde, ça a affecté les gens d'une manière ou d'une autre. Certains, évidemment, plus tragiquement que d'autres. Mais au moins du côté de la santé mentale, je crois que ça a affecté tout le monde. Donc, moi, je me suis retrouvé avec perdre mon père, séparé. Je me suis retrouvé tout seul dans ma maison, isolé pendant la pandémie, pas capable de partager ce qui m'arrivait. C'était très proche, c'était ma famille, ma mère le savait, mon frère, mais à part un ou deux amis, là, et donc c'était un peu une grosse remise en question. En fait, ma vie était finie, en gros, là, c'est dans ma tête, là, il n'y a plus rien qui se passe, c'est un échec total. J'ai 45 ans à l'époque, 44, et, euh, et voilà, c'est catastrophique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai foiré, etc. Et puis ça m'a pris beaucoup de temps, fait que ça m'a pris. Puis l'affaire que je veux partager, je crois qu'il va aider le plus de monde, parce que il y a quelque chose qui a été révolutionnaire, qui a déclenché ce qui a fait en sorte que je suis là où je suis aujourd'hui. C'est que j'ai découvert que ce que je pensais de moi n'est pas nécessairement vrai. Euh, et que les pensées en général qu'on a ne sont que ça.
Et dans ma tête à moi, c'était révolutionnaire de comprendre ça, parce qu'avant ça, évidemment que je comprenais les histoires comment dire, je comprenais les problématiques de santé mentale que les gens peuvent vivre, la dépression, etc. Tu sais, tous les journées, belle cause, tout ça, moi, tout ça, très bien, tout ça, mais je croyais pas que ça s'appliquait à moi. C'est-à-dire que, oui, ça va aider les gens à les consulter, etc. Mais moi, ça peut pas s'appliquer à moi parce que moi, je ne suis pas changeable. Je suis comme ça. C'est ce que je pensais. Ce que je pense de moi est moi. Hein? Et donc, avoir vécu toute ma vie comme ça a expliqué beaucoup de choses. Beaucoup de mes relations. Pourquoi mes relations n'ont pas marché et pourquoi mon mariage n'a pas marché. Ça explique aussi les relations interpersonnelles que j'ai avec mes amis proches également. Mais, tu sais, en bout de ligne, je me suis rendu compte que ce qu'on me demandait de changer, ce que ma femme, mon ex-femme me demandait, me reprochait, moi je le prenais, ben, c'est comme ça que je suis. Fait que je le prenais comme un rejet. Et ça, si on creuse, puis on revient au début de l'entrevue, mais on revient à la validation, à réprimer qui on est, et avoir honte. Qu'est-ce que les autres vont penser? Etc. Et donc, ça a été comme un déclic. Une fois que j'ai compris que ce que je pensais de moi n'est pas vrai, c'est juste une pensée. Bon, ça peut être vrai des fois, mais c'est pas, bon... C'est pas fixé dans la... C'est pas fixé, c'est ça se change, c'est pas inné. Je ne suis pas comme ça. J'étais convaincu que j'étais comme ça parce que je suis comme ça. C'est ça qui est ça. Voilà. Et donc, si tu m'aimes pas, ben là, ça marche pas, là. Si t'aimes pas, si tu m'aimes pas, si t'aimes pas cette affaire-là de moi, ben là, tu m'aimes pas. Fait que c'est fini. Fait que ça marche plus. Fait que c'est catastrophique. Mais non, c'est juste le comportement X, Y, Z qui peut être changé. Bon, il n'y a pas de problème. Tout le monde a des comportements X, Y, Z qui peuvent être changés. Mais ça, pour moi, tout ça était catastrophique. Mais et puis quand je replaçais l'histoire de ma vie avec mes grands événements, d'autres relations ou d'autres événements dans ma vie, c'était un pattern. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un rejet, à chaque fois qu'il y avait une critique, c'était une critique fondamentale de qui j'étais. Et ce qui faisait en sorte que mon mécanisme, c'était ben, ciao, bye, je vais aller voir ailleurs. Fait que tout ça, là, c'était révélateur, là, c'est magnifique là, de comprendre que tu peux changer. Et là, ça t'amène à une question fondamentale, une fois que tu réalises que tu peux changer. Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que là, j'ai plus l'excuse que, ah non, je suis de même. C'est pas vrai. Non. Et donc, c'est ça. Et ce qui est exaltant, bon, c'est un peu ça. Je suis un peu dans ce phénomène-là où je me rends compte que tout est ouvert, là. C'est-à-dire que je suis parti d'un moment très, très sombre de ma vie. C'est un classique, là. Je l'ai tellement entendu. Tout le monde le répète. Tu le vois dans les films. Tu le vois avec l'amour avec un grand A. Tu sais, partout, là. C'est la même chose. Je fais des références de quarantenaire. Mais c'est un classique. Jeannette. Ben oui. Elle n'a pas toujours raison, mais des fois. Quand elle parle de natation, elle a moins raison. Mais quand... les gens comprendront. Apparemment qu'elle avait des nageuses dans son immeuble et qu'elle n'aimait pas trop. Oui, c'est ça, parce qu'elles étaient voilées. Tu te rappelles pas de cette histoire-là? Mais là, moi, ça fait 17 ans que j'habite pas au Québec. C'est des nouvelles que je manque. Mais on l'aime quand même, Jeannette. C'était une parenthèse. Mais tout ça pour dire que quand tu te rends compte, quand tu rentres, quand tu dans le noir, tu ne comprends pas ça. Mais une fois que tu sors de ça, ça devient... La question de savoir maintenant qu'est-ce que tu vas faire avec ça devient hyper importante. Et c'est là que je me rends compte que la raison pour laquelle je suis... où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas été assez indulgent envers moi-même. Et j'ai été le plus grand critique de moi, c'est moi-même, et ce qui fait en sorte que ça m'a beaucoup limité. C'est-à-dire la peur de ne pas être parfait a fait en sorte à limiter beaucoup de trucs à faire. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'ai un choix.
Et le choix que je fais, je peux changer. Et je comprends aujourd'hui, après avoir discuté de ce que je discute avec toi aujourd'hui, avec d'autres personnes, avec mes proches, c'est que je me rends compte que j'étais beaucoup trop centré sur moi-même, que les gens comprenaient qui je suis. C'est pas, je veux dire, tu sais, quand t'as des amis vieux de 20 ans, là, d'enfance, puis t'as des gens avec qui t'as partagé ta vie, t'as une femme avec qui t'as partagé ou d'autres relations significatives, c'est pas des abrutis, ces gens-là. Ces gens-là te connaissent. Tu sais, c'est un peu insensé de prétendre que, ben oui, t'étais si bon comment dire, de camoufler vraiment qui t'étais pendant toutes ces années avec ces personnes-là. Ben non, gros nono. Ben oui, c'est ça. Fait que mais la seule façon de te rendre compte de ça, c'est d'en parler. Mais c'est un peu comme un catch-22, c'est-à-dire que moi, j'essaie de protéger ça parce que je me disais, si je parle de qui je suis, les gens vont pas m'aimer, ils vont me rejeter, et c'est pas bon. Mais au contraire, plus tu parles de qui tu es, plus les gens t'aiment. Il faut piler sur son orgueil. Oui, ça c'est aussi. Mais c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que mon orgueil a été très utile à un moment donné dans ma vie pour me permettre d'avancer. Mais aujourd'hui, c'est des mécanismes qui sont plus nécessaires à l'âge que je suis. J'ai plus besoin d'utiliser ces mécanismes à une certaine époque dans l'enfance ou peu importe, quand j'étais moins conscient de ce qui se passait. Et donc, je dois même pas être dur avec moi-même d'avoir été orgueilleux ou d'avoir mis mon ego en premier à une certaine époque parce que c'est un mécanisme qui me permet d'arriver où je suis aujourd'hui. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que je vivais beaucoup dans le regret, dans les regrets. Je sais que c'est une partie, tu sais, que quand on refait sa vie, quand on repense à sa vie, on pense souvent à des choses qu'on aurait pu faire différemment, tout ça. Mais ce que je me rends compte aujourd'hui, c'est que penser en regret, c'est déjà, t'as déjà un pied dans la mauvaise direction. Parce qu'il y a rien là-dedans que tu pourras changer de toute façon. Mais non seulement ça, mais il faut que tu comprennes que ce que toi tu penses être un regret est quelque chose qui t'amène aujourd'hui à parler de ça en regret, tu sais, à être conscient de ça aujourd'hui. Et sans cette histoire-là, tu n'en aurais pas été conscient. Et donc, je peux comprendre que ça, comment dire, c'est très énervant de penser que si je retournais sur les bancs de l'école 20 ans plus tard, je serais le meilleur. Mais oui, mais ça marche pas, là. Tu peux pas faire ça. Il fallait passer par là. Exact. Pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Ben oui. Fait que c'est illusoire de dire que, ben, si je savais ça, mon mariage serait meilleur. Ben oui, mais comment tu peux le savoir si t'es pas passé à travers, tu sais? La prochaine fois. Ben voilà, c'est ça. Fait que, voilà, s'il y en a une. Si je vous ai bien compris, c'est ça. Oui, n'est-ce pas? Je trouve ça fascinant parce que on parle d'identité, on n'a pas vraiment utilisé le mot, mais on a parlé d'identité au début surtout comme un ancrage. Puis en même temps, il y a cette idée-là d'identité comme étant quelque chose de flexible. Que oui, on a des racines, peut-être on peut imaginer des algues enracinées dans le fond de l'océan, tu sais, mais qui bougent au fil du courant aussi, mais on a cette capacité-là de changer des comportements, par exemple, ou la façon dont on pense à notre identité, c'est pas nécessairement la réalité avec un grand R. Mais je trouve que cette dualité-là, dans ce que tu me racontes, est absolument fascinante. Hein. Ouais, mais tu sais, Oui. Voilà, il y a du bruit, là, je sais pas si c'est ça pas va. Grave. C'est bon. Il y a FedEx qui est à la porte. Ouais, c'est FedEx qui est à la porte. Des cadeaux, on appelle ça, ma mère puis moi, on appelle ça des cadeaux. À tous les jours, on reçoit des cadeaux. Amazon, Post Canada, FedEx. Il y a quelqu'un qui vous aime. Ouais. On les connaît même. Voilà, ma mère lui parle même. Bon, oui, sur l'identité. Mais oui, mais en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'essentialisais des identités, que j'ai pas besoin d'essentialiser. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de, comme, être musulman ou être indien de culture musulmane né à Madagascar, c'est pas une personne, c'est pas une façon de voir il n'y a pas une manière d'être cette personne-là. Être musulman, il n'y a pas une manière d'être musulman. Être indien, il n'y a pas, je parle de l'Inde évidemment, il n'y a pas une manière d'être indien. Être Canadien, Québécois, Montréal, Côte-des-Neiges,
Tuliard, Madagascar, Indien, musulman, ben ça, c'est moi. Puis il n'y en a pas deux comme ça. Puis c'est ça que je me rends compte, c'est que une évidence qui peut être, ça peut être une évidence pour l'œil extérieur, celui qui me regarde, qui connaît, qui apprend à me connaître. Mais pour moi, c'est une découverte que qui je suis et vaut la peine d'être partagé. C'est pour rendre ça plus simple, le plus simple possible, c'est que je mérite d'exister de la façon que je suis et peu importe comment ça sort et il n'y a pas d'étiquette à mettre là-dessus. C'est ça l'affaire. C'est ça peut être, c'est tout ça en même temps. C'est très difficile ouais, mais il est qui, lui, exactement? Ben, c'est tout ça en même temps. Moi, je peux te parler de Passepartout, de Traboulidon, je peux parler de Bhangra puis de Bollywood. Un peu moins. Je détestais les films indiens quand j'étais petit, mais je peux prier, je peux faire le jeûne, je peux parler du ramadan, je peux parler de la différence entre les chiites puis les chiites, puis je peux te parler de la rivalité canadienne-nordique. Tu sais, fait que je peux faire les deux. L'identité, c'est pluriel, là, au bout du compte. Voilà, exact. Et aujourd'hui, tu sais, à l'heure des débats identitaires qui deviennent de plus en plus importants parce que les sociétés changent et se mix, se mélange. Ouais, je crois qu'on mériterait de comprendre qu'il n'y a rien de fixe, que ça change, et que il y a pas vraiment. C'est-à-dire que je peux comprendre que les gens ont veulent conserver leur identité, veulent conserver une certaine façon de vivre. Tout le monde veut un peu ça. Mais à un moment donné, il faut aussi comprendre que si on partage un territoire avec différents genres de personnes, ben tout ça change et fluctue et ça peut causer quelquefois des frictions, des exagérations aussi. Mais ça va changer. Ça va être difficile de dire aux gens comment vivre. Hein? Ça, c'est difficile de faire ça. Je veux revenir à quelque chose que tu as mentionné. Quand tu dis la chose la plus importante que tu voudrais que les gens qui nous écoutent absorbent, cette idée-là que nos pensées ne sont pas ce que nous sommes nécessairement, cette révélation-là que tu as eue, comment cette révélation-là t'est-elle arrivée? Parce que ça va pas de soi. Il y en a bien du monde déprimé ou en burn-out. J'ai marché sur une montagne. Qui n'ont pas la révélation, c'est ça. Alors, comment on l'a fait? Parce qu'il y en a qui vont nous écouter, qui vont dire « Ah oui, mais ça marche pour lui, mais ça marche pas pour moi. » Exact. Écoute, c'est une excellente question. OK, l'idée d'être au fond du baril. L'idée de n'avoir plus d'autre choix que de penser qu'il faut que tout va mal, que tout va mal, il n'y a plus rien à voir. Je crois que je ne veux pas souhaiter ça à personne, évidemment, mais je crois que il y a quelque chose là-dedans qui éveille un désir de se battre, un désir il y a un désir de se battre. Hein. Pour un désir de se battre, il faut arriver à un moment de désespoir, puis tu dis, OK, y a-t-il quelque chose d'autre là? Puis pour que ce soit clair, pour que les gens comprennent, là, le moment de désir, je parle pas de ce que les gens peuvent imaginer. Hein. Je pense juste que ma vie est finie, là, que oui, je vais continuer à exister, là, mon corps, je vais continuer à faire ce que j'ai à faire, je vais payer mes billes, puis tout ça, il n'y a pas de problème, mais que j'ai pas d'avenir, comme je fais ça pourquoi? C'était ça que je veux dire en termes de... Oui, exact. De pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais ici, puis à quoi je sers. J'y crois plus. Exact. Fait que tout ça est perdu. Ça. De toute façon, il n'y a personne qui veut, ça ne marchera pas, ça fera encore une autre fois que ça ne marche pas, puis ça a l'air d'être pour les mêmes raisons, ben, qu'est-ce que tu veux? Bon. C'est comme ça que c'est comme ça. Bon, on va aller voir ailleurs, puis that's it, là, tu sais. C'est-à-dire, on va aller voir, on va faire autre chose. Puis dans ce autre chose-là, ben, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Moi, qu'est-ce que je faisais pendant ces années? Je te dirais, c'était pendant la période de la pandémie, donc de mars à novembre. En novembre 2020, je parle. En novembre 2020, j'ai vendu la maison.
Donc, ça s'est passé entre mars et novembre, comme si je regarde sur mon échéancier là, de ma vie. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je travaillais en même temps. Je travaillais évidemment comme tout le monde de la maison. Pas comme tout le monde, mais comme beaucoup de gens. Et puis, c'était très pratique de travailler de la maison et être en dépression. Ça va très bien ensemble. Euh, T'as pas besoin de t'habiller, t'as pas besoin de te laver, t'as pas besoin de rien faire. Tu te lèves, tu fais un petit zoom, tu fais tes petits. Puis en même temps, tu sais, c'est pas. J'étais pas l'attaché de presse du premier ministre en période de pandémie. Là, tu sais, on s'entend qu'on avait du travail à faire, évidemment, comme tout le monde, mais ça se faisait bien. Et puis, la plupart du sinon, j'étais dans mon lit, les rideaux fermés, puis le classique. Là. Fait que pour faire court, après avoir passé ça, je regardais des vidéos YouTube. Moi, c'est par YouTube, parlons de technologie, fait que je regardais des vidéos YouTube, puis je mettais des questions. Là. Bon, qu'est-ce qui arrive après un divorce? Pourquoi t'es pas heureux? Puis pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi... Qu'est-ce que j'avais mis comme question? Il faudrait que je regarde mon historique de recherche. Ton historique, oui. C'est ça. Mais des affaires de même. Pourquoi je me sens... Tu sais, une affaire, je me rappelle d'avoir écrit pourquoi je me sens sur le cruise control. Puis je me suis rendu compte qu'il y a plein de monde qui sont de même. Là. C'est malade. Et puis, finalement, je suis tombé sur une chanson d'un rappeur qui s'appelle NF, des lettres NF. Une chanson qui s'appelle The Mansion, donc on peut traduire pour Le Manoir. Le manoir, c'est quoi? Ben, dans la métaphore, c'est que le manoir, c'est ton cerveau, c'est ta tête. Et que dans ta tête, il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs secrets, il y a plusieurs... En tout cas, bref. Et, un moment, je me suis identifié directement à cette chanson-là. Moi, je suis pas très musique. Hein. Parlant de réprimer ses émotions, tout ça, l'art, la musique, tout ça, ça n'a jamais été mon truc. Moi, c'est plutôt les lignes ouvertes, André Arthur, Gilles Proulx, puis Paul Arcand, puis... c'est un autre genre. Jean Lapierre, etc. Fait que moi, c'était plutôt la radio parlée puis Radio-Canada fait que moi, j'écoutais vraiment pas de musique. Fait que ça m'a vraiment... les concerts, tout ça, j'ai jamais vraiment... Bon... Tout ça pour dire que j'ai écouté ça, puis il y a une phrase là-dedans qui dit tu t'es construit une petite boîte à l'intérieur de toi pour te protéger. Mais tu pensais que tu te protégeais. Mais ce que tu te rends compte, c'est qu'en construisant cette boîte-là, à l'intérieur, tu as aussi enfermé la peur. Et que la seule façon d'enlever la peur, ben, c'est d'ouvrir la boîte. Et ça, là, ça m'a marqué. Puis c'est à partir de cette phrase-là, puis après ça, j'ai dévoré toutes ces chansons. Puis je me suis rendu compte que cet album-là était sa thérapie, en gros. Toutes les chansons, fait que je me suis beaucoup identifié à ça. Puis à partir de ça, c'était un fil que j'ai tiré. Puis je me suis retrouvé à découvrir des vidéos sur la négligence émotionnelle infantile, sur les théories d'attachement, sur la psychologie en général, la théorie du inner child, etc. Donc, il y a beaucoup de trucs que j'ai compris qui venaient de mon enfance. Le fait que j'habite avec ma mère maintenant a fait que ça a beaucoup, beaucoup, grandement aidé. Au début, j'étais un peu déprimé. Bon, c'est le gars de 45 ans qui retourne chez maman. Mais c'était très rapidement, c'est parti parce que c'est une grande joie de vivre. Ça, je redécouvre ma mère, en fait. C'est une relation qu'on n'avait pas. Fait que ça aide beaucoup. Puis elle aussi m'aide à comprendre qui j'étais, qui je suis, etc. Et puis elle, évidemment, elle est toute seule. Elle a son deuil à elle aussi. Donc bon, tout ça, c'est très beau, en fait. Moi, je trouve ça. Et donc, c'est ça. À partir d'une chanson, c'est un fil. Comment dire... suivi de thérapie, de méditation, de yoga, faire des exercices. J'ai arrêté de fumer. Fait que
tout ça s'est passé comme ça. Le fait de vivre avec ma mère, ça aide beaucoup. Il y a ce soutien-là. Fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, je vois l'autre côté. Je suis pas complètement, je crois pas que tu guéris de ça, mais tu comprends mieux où c'est que t'es. Puis je dédramatise beaucoup plus et j'essaie d'être plus indulgent avec moi-même. Je suis super inspirée puis émue de t'écouter. Moi, je trouve que c'est un merveilleux parcours et j'aimerais qu'on se tourne vers l'avant maintenant que je pense qu'on peut dire tu vois la vie différemment. Oui. C'est juste de dire ça. Comment vois-tu l'avenir? Comment vois-tu les, pourquoi pas, 40 prochaines années de ta vie? Mais ça, c'est magnifique parce que le fait de passer à travers ce cheminement-là, je suis passé d'un moment où ma vie était finie à aujourd'hui avoir la gratitude de comprendre que j'ai une deuxième moitié de vie extraordinaire, j'ai plein d'opportunités devant moi et que toute cette expérience-là que j'ai accumulée, que je qualifiais de regrets, ben c'est des expériences, puis c'est des façons d'apprendre. Puis ça va me permettre d'être plus heureux pour la deuxième moitié, je pense. En fait, j'en suis convaincu. Je peux pas me voir pas heureux. Tu sais, en fait, ce que je veux dire, c'est que peu importe, c'est plus important ce que je fais, c'est le faire qui va être important. Tu sais, c'est plus ça. Une autre leçon de vie, mais ça, je sais que les parents qui nous écoutent le savent déjà, mais moi, c'est quelque chose une leçon que j'apprendrais à des gens qui nous écoutent, ou ce qu'il faut transmettre de plus important, c'est que le succès, c'est pas la réussite. La réussite, c'est le faire. Fait que c'est pas le résultat qui est le succès, c'est le processus qui est le succès. Fait que puis ça, c'est pas quelque chose que j'avais compris. Moi, j'étais toujours en fonction si le résultat. Fait que quand tu es toujours dicté par le résultat, et si tu crois que le résultat final, c'est le succès, ben ça va être handicapant de 50 000 manières différentes. La mienne, c'est que ça me paralysait. Et donc, et si on inculque aux gens que faire les choses, c'est ça le succès. En d'autres mots, comme par exemple arrêter de fumer, le succès, évidemment, le end goal, la fin, c'est d'arrêter de fumer. Mais le vrai succès, c'est de ne jamais arrêter d'arrêter. De jamais arrêter d'essayer d'arrêter. C'est ça le vrai succès. Fait qu'il faut toujours continuer d'essayer d'arrêter. Et puis ça, en tout cas, bref, c'est un peu l'analogie que j'avais. Et une fois que et c'est pour ça que je vais être heureux. C'est ça le lien que je veux faire. C'est que maintenant, je sais que pour être heureux, je dois juste faire les choses que je veux faire. Puis je vais être heureux. That's it. C'est pas si compliqué que ça. Et puis après ça, j'ai plein d'opportunités. Je veux dire, objectivement, toute ma vie, j'étais un peu pris entre l'arbre et l'écorce je me sentais pas heureux, mais je me sentais plus privilégié que la moyenne des gens. Et donc, je me donnais pas cet espace-là pour dire que je suis pas heureux. Parce que je m'autorisais pas à ne pas être heureux, parce que quand je me comparais, ben là, de quoi tu te plains? Puis ça, c'est beaucoup revenir à comment j'ai été éduqué et pourquoi je suis dans ce pays et pourquoi on est immigré. Fait que, tu sais, tout ça est lié. Fait que c'est ça que j'ai compris. J'ai compris mon histoire d'origine. J'ai compris pourquoi je suis comme ça. Mais avant, je pensais qu'une fois que je vais comprendre pourquoi je suis comme ça, que tout va être réglé. Mais c'est pas vrai. C'est juste un outil. C'est-à-dire, maintenant que je le sais, c'est correct, parfait. Ça m'aide maintenant à... En fait, la clé, c'est bien normal. Tout ça est normal, Farouk. Arrête de penser que t'es spécial, là. T'es pas spécial. T'es comme tout le monde. Il n'y en a pas de problème. Tout le monde a ses problèmes. Tout le monde a ses difficultés. Tout le monde passe à travers ses affaires. Puis, correct. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que l'opportunité que j'ai aujourd'hui à 46 ans, c'est que j'ai comme 20 ans d'expérience professionnelle, mais je me sens comme... Mais j'ai les responsabilités d'un gars de 25 ans. C'est-à-dire aucune. C'est-à-dire... Non, mais pour de vrai, là. J'ai pas d'enfant... Pas d'enfant, je suis pas marié, j'ai pas d'hypothèque à payer, j'ai de l'argent en banque, fait que j'ai tout ça,
Fait que, imagine, là, le gars qui se plaint, qui a tout ça. C'est pour ça que j'essaie de... Mais c'est juste l'affaire, c'est qu'il faut pas dénigrer les gens qui peuvent se plaindre de ça. C'est qu'ils sont manifestement dans un endroit pas bien dans leur tête. Mais ça veut pas... Mais ils ont le droit de ne pas se sentir bien. Est-ce que je me donne le droit? Mais ce qu'il faut surtout comprendre, une fois que tu te donnes le droit de te pas sentir bien, c'est de réaliser comment la chance que tu as et pourquoi tu as de la gratitude. Fait que tous les matins, moi, je le dis à haute voix, dans ma tête, tu sais... en anglais, maintenant je parle plus en anglais dans ma tête. Question de mariage, là, c'est comme une histoire de... Mais, tu sais, get grateful, pourquoi? Parce que ma mère est là, parce que j'ai un toit, parce que j'ai un frère, parce que j'ai une nièce, un neveu, une belle-sœur qui m'aime. Tu sais, parce que je suis en santé, parce que j'ai arrêté de fumer depuis 4 mois, parce que je fais de l'exercice en ce moment, parce que... Fait qu'une fois que tu dis ça le matin en te levant, là, ça va beaucoup mieux. Ça va au lieu de dire, ah, qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi le problème encore aujourd'hui? Tu sais? Mais voilà, fait que c'est pour ça que je vais être heureux, parce que c'est juste une façon de changer comment tu abordes juste ta première minute de vie le matin. Là, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? As-tu fait que là, des fois des projets dont tu rêves? Ouais, fait que ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a quelque chose, j'ai un besoin de construire. J'ai un besoin de faire quelque chose à moi. Que je peux dire, ça, c'est moi qui ai fait ça. Pas d'une façon égoïste, mais comme être fier de quelque chose que tu mènes à terme. Fait que ce que j'aime faire dans la vie, je vais combiner les affaires que j'aime faire. Fait que la bouffe me passionne. J'ai ma mère qui est un modèle extraordinaire, une opportunité extraordinaire, qui est une femme entrepreneuse, qui a construit une entreprise à 70 ans, là. Elle a fait ça de elle-même, là, tu sais. Qui marche, qui est populaire, qui est aimé. C'est bâti sur des valeurs extraordinaires d'entraide communautaire. C'est de la cuisine locale. On aide les gens. Fait que je veux participer à ça. Fait que ce que je fais, je le fais déjà. J'aide ma mère dans cette entreprise-là. Fait que mon objectif, c'est de la faire grandir, faire croître cette entreprise-là. Fait que ça, je vais m'y mettre à ça. Utiliser les connaissances que j'ai. Par exemple, donner un exemple, j'ai bâti une liste courriel pour l'entreprise, pour que les gens puissent commander un menu. On envoie un menu par semaine. On est passé de 0. On a quelque chose comme 350 personnes à qui on envoie un menu à tous les mardis. J'ai bâti la page Instagram. On vient de franchir le 500 abonnés. Fait que, tu sais, des petites affaires comme ça que j'ai appris dans ma vie professionnelle que je peux évidemment mettre en action. Ben, évidemment, ça, c'est le quarantenaire qui fait de l'Instagram. Là, on se calme, là. Fait que... c'est pas... On n'est pas sur les bonnes plateformes si on veut rejoindre les plus jeunes, probablement. Mais... Non, c'est ça. Mais bon, tout ça pour dire que faire croître ça, puis voir qu'est-ce que je peux faire avec ça. Éventuellement... j'ai un frère je l'ai mentionné pendant l'entrevue, un grand frère avec une nièce et un neveu qui vont devenir d'âge adulte bientôt, qui vont devoir aller à l'université bientôt. Fait qu'il y a peut-être des plans qui viennent au Canada. Ils sont pas au Canada en ce moment. Donc essayer de bâtir quelque chose qui pourrait aider toute la famille, que tout le monde pourrait être impliqué dedans. Fait que ça, c'est un peu le projet, là. J'ai 46 ans, je me donne jusqu'à 50 ans faire de quoi de ma vie. Quand je dis de quoi de ma vie, je te dis, si je peux, parce que j'ai aussi l'autre, fait que ça c'est l'entreprise familiale, la deuxième partie du projet, si ça arrive, fonder une famille. Fait que ça c'est pas, ça c'est le regret que j'ai le plus. Fait que évidemment être un homme, j'ai l'avantage que je peux retarder ça. Par contre, j'ai pas envie d'être au CHSLD pendant que les enfants vont à l'université non plus. Fait que surtout c'est bon que tu aies arrêté de fumer, ça va aider oui, c'est à ça. te garder en santé plus longtemps. Fait que si ça arrive, mais bon, mais je me donne jusqu'à 50 ans pour que si ça arrive, là, sinon. Donc, l'affaire, c'est que j'ai une nièce, un neveu, puis coudonc, vous êtes maintenant l'héritier et l'héritière.
T'as passé par-dessus Félicitations. le stade où ils dorment pas la nuit, fait que c'est peut-être un avantage Ouais, de laisser c'est ça comme ça. Tu vas Ouais, peut-être être surpris si jamais t'as des enfants. ouais, mais c'est compliqué là à mon âge parce que là, évidemment, il faut la compatibilité. Ça va être quasiment un changement générationnel. Ça va être quasiment une relation intergénérationnelle. Fait que, anyways, fait que Bon, ça pour dire. on s'en reparle dans le prochain épisode, dans la prochaine série balado. Dans la cinquantenaire, c'est ça. Oui, voilà, la cinquantaine ou la soixantaine, on verra. Et je vais finir avec ça. Quel héritage souhaites-tu laisser derrière toi? Ouais, mais ça, c'est l'affaire que je retravaillais sur moi, puis l'importance de léguer, c'est très important pour moi. C'est quelque chose. C'est pour ça que quand je reviens à l'importance de construire, c'est un peu lié. Hein, c'est l'importance de construire pour laisser. Fait que, tu sais, quand je parlais d'enfants, tout ça, c'est un peu ça l'héritage, mais tu sais, aujourd'hui, je suis très bien dans le fait que c'est pas grave si j'en ai pas, parce que j'ai un neveu, puis pour moi, c'est ça, la nouvelle génération, changer un peu, aider les prochains, aider un peu, en fait, ce que je veux faire, là, pour être simple, là, c'est qu'il y a des problèmes communs dans la famille. Il y a des traumas générationnels. Et je veux m'assurer que si on peut, comment dire, rétablir ça un peu mieux pour la prochaine génération, c'est ça que je veux laisser. Je veux pouvoir, je veux que ma nièce puis mon neveu aient pas, au minimum, ils vont vivre leur vie, mais au moins, si je peux léguer par quoi moi je suis passé pour qu'eux puissent comprendre qui ils sont. Et si ça peut aider, ben, ça sera ça. Merci Farouk pour d'avoir passé cette heure et quelques avec moi. J'ai trouvé très généreux. Ah, ben, merci à toi. Partager ton C'est histoire. pas, ouais, c'est pas habituel, là. C'est les gens qui vont écouter ça et qui me connaissent comprendront que, wow, fait que j'ai hâte de voir un peu la réaction mais ça m'a fait beaucoup de bien, puis merci de m'avoir donné l'occasion de partager un peu un bout de ma vie, là. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Pour réagir à ce 14e épisode de La Quarantaine, visitez-moi sur Instagram, laquarantaine.balado, ou écrivez-moi à bonjour@laquarantaine-balado.com. Pour me suggérer le nom d'une personne à interviewer, visitez le site laquarantaine-balado.com. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de revenir la semaine prochaine pour une autre conversation.